Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure de Tout pour réussir. De nos jours en Afrique, le design d'intérieur connaît une croissance impressionnante. Et justement, pour pouvoir se démarquer, les entrepreneurs utilisent des matériaux locaux et revisitent les techniques traditionnelles pour pouvoir innover, mais également s'imposer. Néanmoins, ce secteur rencontre de nombreuses difficultés, parmi lesquelles l'absence de formation, de financement, d'éducation financière, mais également d'approvisionnement en matières premières. Et justement, pour en parler, dans ce magnifique espace, nous recevons Laetitia Tessier. Bonjour madame. Bonjour. C'est un réel plaisir d'être chez vous, enfin. Mais bienvenue, ça fait plaisir. Merci. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors madame Tessier, vous êtes une femme déterminée. Vous êtes également chroniqueuse télé, wedding planner, fleuriste. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et aujourd'hui, vous allez nous dévoiler les secrets pour réussir dans votre activité. Ok, d'accord. Bah, écoutez, venez, je vous emmène en immersion et ça va vous aider à visualiser le tout. D'accord, on vous suit. Bon, venez, je vais vous faire visiter. D'accord, avec plaisir. Waouh! Voilà, une partie. Waouh! Alors ici, c'est magnifique. On est dans un salon assez cosy, j'ai envie de dire. Oui. Que représente cet espace dans votre activité? En fait, ici, vous êtes à la Villa Létis. Et Villa Létis, pour moi, c'est une villa d'exposition. C'est un showroom, en fait, parce qu'on a, dans le domaine du design d'intérieur et de l'aménagement paysager, on ne peut pas exposer les villas de nos clients. Il y a beaucoup de restrictions. Du coup, je me suis dit, autant faire un showroom, grandeur nature, et que les clients soient capables de venir voir les meubles qu'on peut designer, les meubles de nos partenaires, comment nous arrivons à aménager un intérieur, par exemple, en fonction de l'espace disponible, et de voir les différents types de jardins, par exemple, qu'on peut proposer aux clients. On va continuer la visite de votre magnifique espace. Ben, je vous montre les jardins. D'accord. Allez-y. Merci. Waouh! Et là, sans transition, on arrive dans un espace totalement vert. Oui, ici, c'est le petit coin tropical. Vous voyez même la plante, les fauteuils sont assortis pour montrer un peu comment on peut habiller du mobilier d'extérieur et comment on le marie avec des accessoires. D'où vous est venue l'idée de créer une maison d'hôtes déjà et votre entreprise en particulier? Bon, on va dire que la maison d'hôtes vient dans la suite du début quand j'ai créé ma société d'événementiel. Donc ça s'est fait lors de la préparation de mon propre mariage. Waouh! Je sais pas, je me suis retrouvée obsédée par la décoration et je me suis dit, j'ai dit à mon époux, je voudrais vraiment me lancer dans ça en fait. Et du coup, on s'est mariés et je lui ai dit, je veux continuer dans ça. Et on s'est préparé à deux. Il m'a aidé, on a fait quelques économies, on s'est lancé. J'ai pu amasser certaines choses et me dire, je vais commencer en offrant le maximum aux clients. Je ne voulais pas qu'on revoie chaque fois le même vase dans tous les mariages. Donc, je voulais qu'ils aient le choix, par exemple, au niveau des chaises, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé au fur et à mesure. Et justement, vous venez à peine de parler de financement. Au Gabon, quand on est entrepreneur, on a l'impression qu'il faut qu'on ait des millions pour pouvoir entreprendre et que tout doit venir de l'État, alors que l'État met en place des process et des hubs qui sont là pour assurer, on va dire, le développement des entrepreneurs et de leur activité. Pour votre cas, d'où vous est venu le financement? J'ai commencé durant la préparation de mon propre mariage. Mon époux m'a aidé. Moi-même aussi, j'avais des économies à l'étranger. Et il y a 10 ans, le gouvernement n'aidait pas pour ce genre de choses. Donc, il fallait le faire de soi-même. Il n'y avait pas d'aide de financement, il n'y avait pas tout ça. C'est récent, en fait. Et nous, on a eu la chance de pouvoir au moins offrir le maximum. Mais comme je dis à plusieurs entrepreneurs qui me demandent conseil, je leur dis, apprenez à commencer petit si vous n'avez pas la possibilité de faire gros tout de suite. Donc voilà, moi j'ai eu mon opportunité, j'ai eu ma chance.
les autres, je me dis avec le temps et avec de la malice, vous saurez comment en fait vous aussi acquérir du matériel au fur et à mesure, savoir faire agrandir votre patrimoine, etc. Et justement, on parle de début de l'entreprise. Vous, comment avez-vous fait pour gérer votre entreprise dès les débuts? Parce que avoir une entreprise nécessite des coûts, dont là on parle bien sûr de la main-d'œuvre, donc de la compétence humaine. On a besoin de matières premières. Comment avez-vous fait pour gérer l'entreprise? Déjà, vraiment avant d'offrir les premiers services, je me suis ravitaillée à l'étranger parce qu'au niveau local, c'était pas évident. Donc tout ce qui est culturel, oui, au niveau local, c'était facile. Mais tout le reste pour les mariages, on va dire, civils, etc., on a dû aller à l'étranger. Maintenant, pour les main-d'œuvre, j'avoue qu'en 10 ans, parce qu'on a 10 ans cette année, j'avoue qu'en 10 ans, certaines personnes sont restées dès le début et on a dû se séparer d'autres personnes. Peut-être parce qu'on n'avait pas la même vision, peut-être parce que la personne ne répondait pas forcément aux critères. Mais en 10 ans, c'était assez compliqué. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je suis bien contente de mon équipe parce que cette même équipe s'est appropriée le travail de l'événementiel. Ils se sont appropriés même les aménagements d'intérieur, etc. Parce que lorsqu'on fait un service d'aménagement-déménagement, c'est cette même équipe qui travaille avec nous. Donc, ils sont en train de s'approprier tranquillement et c'est parce qu'il y a de la volonté derrière. Il y a un apprentissage qui se fait. Voilà, on veut apprendre. Au moment où vos employés vous ont lâché, on va dire, qu'il y a eu des désistements, comment vous avez fait pour surmonter ces obstacles-là? Parce que c'est pas facile d'être à la fois le lead d'une entreprise, de motiver, on va dire, toute une équipe pour qu'on puisse avoir le même rendu. Comment vous avez fait? Bon, après, il faut dire que les personnes qui se sont désistées n'étaient pas des pièces maîtresses de mon équipe. D'accord. Donc, les pièces maîtresses sont toujours là. Et si jamais une pièce maîtresse n'était pas disponible, il y en a une autre qui était disponible et qui était en mesure de nous trouver toujours quelqu'un. Vous avez des doublons. Oui, voilà, c'est un domaine, franchement, où tout le monde se dit que je peux venir travailler pour une journée, j'ai pas besoin d'avoir fait un bac pour ça. Donc, forcément, il y a des gens qui sont disponibles et qui veulent. Et on a beaucoup de demandes. On a énormément de demandes. Moi, ça me peine, mais je suis obligée de refuser chaque jour des personnes parce que j'ai pas besoin d'autant de main-d'œuvre. En tant qu'entrepreneur, comment on fait pour s'imposer justement dans ce domaine-là? Bien, moi, je suis partie avec l'idée de ne pas gagner tout de suite. Je vous donne un exemple. Si j'ai un mariage et on me dit, voilà, tu as 1 million pour ce mariage et que ma marge de bénéfice, imaginez, c'était 500 000, mais ces 500 000, je vais les investir pour montrer ce que je peux faire. Donc, ce que le client n'a pas payé, moi, je le faisais pour montrer aux gens ce que je peux faire. Sinon, personne ne saura jamais. Et vu que nous sommes à l'extérieur, on a vu qu'on a un magnifique paysage, on a quitté l'Inde. Après l'Inde, on s'est rendu au Maroc. Du Maroc, on a fait une petite escale, je dirais, à Bali, parce qu'on est dans, on est dans un magnifique jardin. Comment décrirez-vous votre évolution jusqu'aujourd'hui? Écoutez, c'était beaucoup d'apprentissage. Il a fallu que j'accepte d'apprendre. J'ai su, par exemple, me faire former par les meilleurs dans le monde. Quelle place occupe la formation lorsque l'on est entrepreneur et surtout le développement personnel? C'est important de se former. Il faut savoir ce qui se passe, il faut voir l'évolution pour proposer à son client autre chose. Rien n'est statique. Voilà, si on reste campé sur nos lauriers, eh bien, on ne va pas évoluer. Mais c'est important parce que ça permet de développer son imaginaire et dire, OK, ben, moi, je vais l'intégrer à ma manière dans les conditions de mon pays. Peut-on dire que ce magnifique jardin ou cette villa reflète votre expérience de voyage? Je pense que oui, parce que vous avez vu, au début, on a un jardin japonais, on a un petit espace maghrébin, on en a un autre ici, on a l'espace tropical et on a mon espace préféré, en fait, cette terrasse. Et on y va, naturellement. Cette terrasse qui reflète vraiment, pour moi, toute la beauté de l'art africain. Donc, je pense que l'espace parle de lui-même, en fait. Lorsque les clients viennent là, ils se rendent bien compte qu'on est capable d'utiliser tous les éléments décoratifs relatifs à l'art africain qui s'offrent à nous et d'aménager un espace quelconque ou d'aménager une cérémonie. Donc, d'utiliser tous ces éléments pour sublimer leur mariage, en fait. C'est notre devise, Event by Eti, sublime vos événements. Quelles sont les erreurs que vous auriez aimé ne pas commettre en créant votre entreprise?
Je pense que j'aurais aimé ne pas lancer certaines activités en n'étant pas assez accompagnée, par exemple. Parce qu'au final, je ne peux pas être partout. Si je vais si je me lance dans une activité, moi, je la maîtrise. Et après, il faut trouver la personne sérieuse qui va vous seconder quand vous ne serez pas disponible. Et je pense que jusqu'à présent, c'était un peu les complications que j'ai eu à vivre dans certaines activités que j'ai dû mettre en pause. On a le lancement de l'entreprise, on a la période de maturité où soit on évolue, soit on fait du surplace. À quel moment on peut lâcher prise un tant soit peu? Bien, moi, par exemple, je pense que je suis à l'étape où les personnes qui me secondent ont eu assez de temps en ma présence et comprennent que même si je ne suis pas là, quand je vais leur parler, ils sauront ce qu'il faut faire. Et du coup, je me suis dit, ben là, il faut que je commence un peu à former ma relève. Je dis ça un peu comme ça, parce que je me dis, je ne vais pas vieillir en faisant ça. À déléguer, on va dire. Mais je ne veux pas non plus que mon entreprise s'éteigne parce que moi, peut-être, je ne suis plus dans le domaine. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, ne veulent pas dépenser, mais espèrent avoir un rendement. Quel est votre avis par rapport à cette question-là? En fait, comme je dis, le but n'est pas non plus de se ruiner. Mais il faut que la personne comprenne qu'on ne peut pas gagner tout de suite. C'est pas possible. Si la personne se dit tout de suite, moi je veux toujours gagner et faire les mêmes choses, ben, le client déjà il va se lasser. Au final, vous n'allez pas attirer, ou vous allez attirer une certaine gamme de clients et vous n'allez pas vraiment évoluer, ou vous allez évoluer dans un domaine où vous n'allez pas forcément rester. Et comment vivez-vous le regard extérieur de l'entrepreneur qui veut se lancer? On va dire que moi-même, je ne peux pas me juger. Donc moi, je suis souvent étonnée quand je croise des personnes qui sont admiratives et qui sont... Des fois, on parle et je me dis, mais ce n'est que moi, en fait, tu vois. Ce n'est que moi. Mais après, il y a le revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille où, quand tu atteins un certain niveau, on t'associe à des personnes. Tu n'es que prestataire, malheureusement, et tu travailles. Je me dis, mais ils ne savent pas les dessous, en fait. Ils ne savent pas qu'au final, on n'a jamais eu de faveur. Ils ne savent pas comment on s'est battu pour obtenir certains marchés. Quels sont les manquements du marché actuel dans votre domaine? C'est très compliqué de trouver des gens qui veulent, apprendre. Je me dis, si tout le monde aurait voulu évoluer, mais vous imaginez, on serait loin aujourd'hui. Lorsqu'on a une activité, on pense plus aux objectifs financiers. Quelle place l'éducation financière devrait avoir dans l'entreprise ou bien dans la vie d'un entrepreneur? Je pense qu'il est important pour les entrepreneurs de se faire former et savoir gérer les fonds d'une entreprise, savoir accepter que tout ne reste pas pour nous et qu'on a des obligations. Vraiment, il faut pas avoir la réputation, comme certaines personnes, d'être un mauvais payeur. Il faut que tous ces jeunes comprennent que lorsqu'on fait quelque chose, il faut le faire par passion, pas par suivisme. Il faut vraiment le faire par passion. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Il faut être prêt à faire des investissements. Le monde est en constante évolution. Le business est en constante évolution. Il faut toujours être à la fine page de tout ce qui se passe. Et de croire beaucoup en Dieu. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je me dis, il faut croire beaucoup en Dieu et lui demander de nous accompagner dans tout ce qu'on fait. C'est sur ces mots que nous allons clôturer cette interview. Ce fut une très belle découverte, un voyage intemporel, j'ai envie de dire. Vraiment, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Tout pour réussir.